Le proverbe « Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre » suppose que la limite de ma liberté permet l'existence de la liberté de l'autre. Dans ce proverbe, il n'est pas précisé que l'étendue de ces deux libertés est identique, autrement dit, que les deux individus en question sont égaux en liberté. Pour un dominant, il est confortable d'utiliser ce proverbe. Sa liberté est a priori toujours plus grande que celle du dominé qui est sous son autorité. Il est imaginable que la frontière, tout immatérielle qu'elle est cependant, entre leurs deux libertés, a une position favorable au dominant. En outre, la liberté serait bornée, mais elle est la souveraineté d'une personne ou d'une communauté sur elle-même, autrement dit, le droit à disposer d'elle-même. Pour qu'il y ait liberté réelle, il faut qu'il y ait idée, donc conscience de la liberté. De plus, il faut connaître ce dont on dispose pour disposer réellement. À l'échelle individuelle, la liberté peut être conçue comme réelle en prenant initialement en compte l'unicité de l'individu. Cette unicité est vérifiable à travers non seulement la connaissance de soi, mais aussi celle d'autrui, pour mesurer les particularités de chacun et leurs différences. Lorsque l'un confirme son unicité, l'autre a une meilleure idée de la sienne. L'un développe donc sa propre liberté en approfondissant celle de l'autre. À partir de là, je cite Mikhail Bakounine, qui écrivit « La liberté d'autrui, loin d'être une limite ou une négation de ma liberté, en est au contraire la condition nécessaire et la confirmation. Je ne deviens vraiment libre que par la liberté d'autrui, de sorte que plus nombreux sont les hommes libres qui m'entourent, plus profonde et plus large est liberté, plus ma liberté devient étendue, profonde et large. Je ne puis me dire libre vraiment que lorsque ma liberté, ma dignité d'homme, mon droit humain, qui consiste à n'obéir à aucun autre homme et à ne déterminer mes actes que conformément à mes convictions propres, réfléchis par la conscience également libre de tous, me reviennent confirmés par l'assentiment de tout le monde. Ma liberté personnelle, ainsi confirmée par la liberté de tout le monde, s'étend à l'infini. L'anarque aime cette idée de réflexion comme avec un miroir de la liberté. La liberté d'un individu réfléchit celle d'un autre. Un miroir réfléchit une image. Une image se situe dans l'espace. L'espace se constitue d'une infinité de points. Cela vaut aussi pour l'image elle-même. Sa réflexion est absolue dans celle de son infinité de points. Par analogie, la liberté serait absolue dans l'infini. La liberté réelle est donc infinie. Et comme l'infini lui-même est absolu, notons que Nelson Mandela aurait fait une métaphore assez proche de celle de Bakounine si on associe lumière et liberté. Il avait dit « En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. » La liberté d'un individu réfléchit celle d'un autre. S'il s'agit de la liberté réelle, alors il y a bonheur partagé. Par contre, l'anarque n'attend pas que tous les hommes de la Terre soient heureux pour l'être absolument. Parce que pragmatique, il sait qu'il ne peut changer le monde à lui seul. Il est l'anarchie en tant qu'être. Il est donc le bonheur à tout prix. Et puis, avec une condition de vie extrêmement difficile dans laquelle un homme est socialement dominé, attendre entre autres le bonheur de son dominant pour qu'il le libère est masochiste. Un anarque, même s'il a pu être aidé pour cela, n'a pas attendu qu'un autre le libère pour se libérer. Même dans le cas précédent, il n'est jamais dominé intérieurement. Le seul être qui le domine, c'est lui. Celui qu'il cherche à dominer, c'est seulement lui. Il tâche toujours de ne pas faire aux autres ce qu'il ne veut pas que les autres lui fassent. À son contact, l'autre ne peut que recevoir de sa liberté réelle. Avec son éthique, l'autre reçoit au mieux de l'aide afin de subvenir à sa liberté sous toutes ses formes, au pire uniquement la reconnaissance en tant qu'individu, à moins carrément qu'il essaie de faire du tort aux préférences de l'anarque, comme celles qui sont humaines, son entourage aimé, allant jusqu'à l'irrespect de leur dignité.
Dans ce cas, l'anarque, qui ne peut pas, comme tout être humain, se défaire de son absurdité totalement, ne promet pas le beau temps. Un océan se compose de gouttes d'eau. En comparant celui-ci à l'humanité, l'anarque est une goutte d'eau du changement, mais sa volonté de changement est aussi importante que sa conscience qu'il n'est qu'une goutte d'eau. Revenons aux propos précédents de Bakounine. Dans tout rapport hiérarchique entre deux individus, le maître et son esclave, le patron et son salarié, l'un possède une autorité sur l'autre. Il y a donc un dominant et un dominé. Comme la liberté est immatérielle, nul ne peut. A priori, le dominant est plus libre que le dominé. Donc, le dominé ne peut réfléchir de liberté ou bien que faiblement auprès du dominant. Le dominé dégage sa domination subie. Le dominant ne peut donc prélever de liberté chez le dominé. Il ne peut donc conquérir sa liberté. Une inégalité matérielle devant la libération individuelle découle du rapport dominant-dominé, riche-pauvre, mais ne sont libres, dans tous les cas, ni le dominant ni le dominé. Je cite à nouveau Mandela qui disait « Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. » En parlant d'humanité, et si le dominé est un animal alors? Comme l'absence de conscience de l'animal ne lui permet pas de reconnaître une quelconque liberté, l'être humain ne peut pas se sentir libre par rapport à lui, parce que l'animal n'a pas choisi d'être un être inconscient. L'homme ne peut pas développer sa liberté à travers lui. D'autant qu'à titre d'exemple, un homme peut craindre que son chien l'attaque, comme un maître peut craindre la révolte de son esclave. Le maître peut alors user de son autorité pour maintenir sa domination. User de son autorité, et voilà que le maître s'éloigne encore un peu plus de sa liberté. Il cogite sur des plans et techniques pour préserver sa domination. Son esprit n'est pas libre, mais concentré sur un pitoyable objectif, conséquence d'une peur. Impossible de concilier peur et liberté réelle, qui de plus s'amorce avec la liberté de penser. Enfin, en s'éloignant de la liberté, il y a risque de perte de conscience, de ne pas être libre et d'aspiration à l'être. L'homme a alors une faible idée de la liberté, une faible volonté de se libérer. L'anarchiste russe Mikhail Bakounine écrit encore « Je ne suis humain et libre moi-même que tant que je reconnais la liberté et l'humanité de tous les hommes qui m'entourent. Ce n'est qu'en respectant leur caractère humain que je respecte le mien propre. Un maître d'esclaves n'est pas un homme, mais un maître. Ignorant l'humanité de ses esclaves, il ignore sa propre humanité. » L'égalité des individus devant la reconnaissance de l'autre comme un individu à part entière est bien sûr une caractéristique de l'éthique de l'anarque. Donc on voit bien dans cet extrait que si je pars de l'a priori du proverbe qui dit que ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, je dis qu'à partir de là, le dominant aurait plus de liberté que le dominé. Mais j'en conclus que ni dominant ni dominé sont réellement libres. Je tenais aussi dans cet extrait à rappeler que cette idée de limite de la liberté peut sembler étrange, et c'est pour ça que j'ai parlé de frontières entre la liberté d'un individu et celle de l'autre, comme une frontière matérielle, une limite matérielle, ce qui est absurde, avec des notions telles la liberté. La liberté est donc sans borne en elle-même. C'est vrai que j'aime beaucoup l'expression de liberté qui réfléchit comme l'image dans un miroir.
et ce qui vraiment nous fait comprendre qu'un être humain est fondamentalement un être social et que un solitaire dans l'extrême doit vivre une partie de sa solitude de façon subie. Maintenant, à l'opposé de lui, à l'opposé de cette idée, je dis que l'anarque, quoi qu'il en soit, solitaire ou non, mais pas extrême, est forcément heureux, forcément libre, se sent forcément libre. Mais c'est fait exprès. Justement, l'anarque est un concept de figure absolue. En disant qu'il n'attend pas l'autre pour le libérer, je veux dire que dans la vie, il faut savoir ne pas attendre tout le temps l'autre pour se libérer. Voilà, l'anarque c'est l'absolu et la vie sociale, bon, c'est quelque chose de relatif. L'anarque c'est l'absolu, c'est quelque chose de transcendant. Et ce n'est donc pas la réalité, du moins c'est une façon absolue de voir la réalité. Donc en disant que l'anarque est libre, même en n'attendant pas l'autre pour le libérer, eh bien je dis que il faut savoir se faire confiance, il faut savoir s'aider soi-même pour se libérer, même si matériellement, socialement, politiquement, la libération ne dépendra pas toujours complètement de nous-mêmes, évidemment. Eh bien, elle se fait en partie grâce à nous. De toute évidence, un homme qui ne veut pas se libérer, il a même un problème psychologique quelque part, parce qu'il se découpe de son humanité. Donc, dans la volonté déjà de se libérer, ou alors dans la conscience qu'on n'est pas libre, déjà, à la base, eh bien, il y a il y a quelque chose d'encourageant. Après, on ne parviendra peut-être pas réellement à s'émanciper comme on le souhaitait, pour des raisons externes à notre volonté, à ce qu'on veut réellement. Et ces raisons externes, c'est évidemment toutes les contraintes de la vie sociale, dont les autres et leurs limites. Mais l'autre n'est a priori pas une contrainte, évidemment, puisqu'il est porteur de liberté. On est tous donc des vecteurs de liberté. On véhicule cette potentialité bonne. Mais pour autant, il y a évidemment des gens spécialement nuisibles. Ils sont certainement nuisibles pour des raisons qui sont propres à leur existence. Peut-être qu'on a été très nuisible vis-à-vis d'eux-mêmes, mais pour autant, il n'est pas question de supporter l'autre. Voilà, quelque part c'est ça, il n'est pas question de supporter l'autre. Sauf si on a un amour pour lui qui reste pour nous suffisamment agréable. On peut aussi supporter l'autre parce qu'on a l'espoir en l'autre. L'autre a été meilleur, mais en ce moment, il traverse une période difficile. On considère que l'autre fait ce qu'il peut faire de mieux à cet instant, en ce moment même. L'autre a conscience qu'il est nuisible,
Et dans ce cas, ça doit logiquement engendrer sa volonté de changer, de ne plus être nuisible. Donc, si on sent cela chez lui, on peut toujours le supporter un peu, jusqu'à un moment donné où on voit que les choses ne changent pas beaucoup, et puis on décide de ne plus le supporter. Du côté de l'anarque, on peut dire que dans l'absolu, il ne supporte pas les autres. En toute logique, l'anarque ne supporte pas les autres. Il est absurde, dans le sens péjoratif, de supporter les autres. L'anarque, tout ce qu'il fait, il est soit émancipateur, ou soit à la rigueur neutre, ou alors c'est maladroit. Il fait les choses maladroitement. Il n'est pas conscient du mal qu'il a fait. Sinon, s'il a des ennemis, soit il se révolte réellement d'une manière assez claire, ou alors il adopte une stratégie de repli, du moins en apparence, de soumission, d'obéissance, entre guillemets, parce que à l'intérieur de lui, il garde sa liberté d'esprit, sa liberté morale, et peut-être qu'en ayant opté pour cette façon de faire, c'est parce qu'il a développé une stratégie qui demande un certain temps pour l'appliquer, la mettre en œuvre, et enfin se défaire de son ennemi. Cependant, dans tous les cas, l'autre ne le fait pas souffrir, et il ne porte pas l'autre sur ses épaules, dans un sens figuré, par contrainte. Et donc, quand j'écris que le seul être qui le domine, c'est lui, et celui qu'il cherche à dominer, c'est seulement lui, il faut vraiment y entendre comme une forme de sagesse, ce qui implique le respect vis-à-vis de l'autre, et si l'autre est comme lui, on est dans le respect mutuel, c'est la chose la mieux, après l'amour, et dans le cadre du respect mutuel, ça permet l'entente, l'entraide, etc., la solidarité réelle. Sinon, on sera au moins dans la reconnaissance de l'autre en tant qu'être humain. Ensuite, je dis qu'il tâche toujours de ne pas faire aux autres ce qu'il ne veut pas que les autres lui fassent. Alors dans le livre, je reviens souvent sur ça, là. C'est ce qu'on appelle l'éthique de réciprocité, et qui forcément est incluse dans l'éthique anarchique, l'éthique de l'anarque. Et c'est pour moi, sans parler de l'anarque, une règle qui intègre également ce que George Orwell appelait la décence commune. C'est vraiment voir en l'autre non pas un moyen mais une fin en soi. Ça c'est du Kant, mais voilà, dans le livre c'est vrai que je cite Kant à travers ça, mais la décence commune nous rappelle deux désintéressés, et pour qu'il y ait deux désintéressés, il faut qu'il y ait entente désintéressée. Quand je parle de l'océan qui se compose d'un goutte d'eau, en comparant l'océan à l'humanité, et en disant que l'anarque est une goutte d'eau du changement, c'est pour parler de la modestie, de la posture et des actions de l'anarque par rapport à l'humanité tout entière, à tout ce qu'il faudrait changer pour que l'humanité tout entière soit heureuse, en fait. Donc, c'est pour rappeler la modestie dans le fait que l'anarque n'agit forcément que dans son microcosme, et en plus ne prétend pas sauver le monde. Il sauve son monde, celui qu'il connaît, composé des gens qu'il connaît. Il essaye de faire le mieux possible dans ce cadre-là. Après, quand je reparle du dominant, dominé,
On pourrait schématiser la chose en disant que voilà, que chaque individu a comme une barre d'énergie dans un jeu vidéo, donc une barre de liberté réelle, donc une quantité de liberté réelle qu'il possède à tel moment. Et donc, ni le dominant ni le dominé ont une forte quantité de liberté réelle. Le dominant parce qu'il est dominant, et donc il agit comme un bourreau, et ou alors, si c'est pas un bourreau, par son autorité, par les contraintes qu'il exerce sur les autres, il ne peut pas développer sa liberté qui dépend de celle des autres, et le dominer, parce qu'il est dominé, et donc écrasé par son dominant, ou du moins malmené, trop influencé, il ne peut pas se sentir très libre, il n'est pas réellement très libre. Et ce que je dis ensuite sur les animaux, ce parallèle est important pour moi parce qu'il doit rappeler justement la sagesse qu'on doit avoir à l'égard des animaux. En fait, tu remplaces le dominé par l'animal, le dominé qui quand même à tout moment peut se mettre en colère, mais ce sera une colère qui ne va pas forcément le sauver, qui va même jouer, qui risque de jouer contre lui, comme l'animal, comme un chien, je prends l'exemple du chien dans le livre, qui se retourne contre son maître et qui le mord, mais pas assez violemment pour remettre en cause l'autorité de son maître, et à la fin de la journée, durant laquelle le chien a mordu son maître, le maître peut très bien le punir, le frapper, etc. Donc il y a eu révolte du dominé, révolte de l'animal en l'occurrence, mais qui n'aboutit à rien, oui. Si ce n'est même, il risque de mettre sa condition encore un peu plus en danger. Si on part du principe que l'animal ne réfléchit pas de liberté, ce n'est pas pour que l'homme profite de lui, sinon il se découpe de son humanité, mais au contraire, pour que l'homme reste homme, c'est-à-dire vecteur de liberté, il doit respecter l'animal. Bien sûr, l'homme ne pourra pas faire de l'animal un homme, il ne pourra pas l'aider dans ce sens-là, mais il devra lui donner à manger, etc. Si c'est un animal domestique, le prendre en charge dans les meilleures conditions possibles et lui donner une certaine façon de l'amour, parce que quand je dis que l'animal ne réfléchit pas de liberté, qu'il n'a pas droit au respect et même à l'amour, parce que justement c'est son innocence qui est touchante pour l'être humain, c'est également ses réactions, parce que si l'animal n'a pas de conscience, il a certainement une âme, il ressent des choses, il a parfois des sens plus développés selon son espèce, il a des sens plus développés que l'homme, etc. Donc l'homme n'est pas sensible aux réactions de l'animal. Autre chose, je parle depuis le début de l'homme responsable vis-à-vis de l'animal et qui ne doit pas abuser de la condition de l'animal. En même temps, l'homme peut avoir peur de l'animal devant un ours, il craindra ses réactions, etc. Après, il existe des spécialistes par rapport à ça. Il y a des hommes, des femmes qui... j'ai vu l'autre fois une femme en reportage, une femme qui réussit à se mettre au milieu
de, de tigres et de tigresses dans la savane, et puis elle se fait pas pour autant attaquer. Mais là, on est vraiment dans un... Bien que ce genre d'expérience soit intéressant, parce que la femme en question joue sur, on va pas dire la conscience des animaux, mais sur leur confiance que les animaux peuvent avoir vis-à-vis d'elle, et cette confiance qui peut reposer sur leur âme. Justement, je voulais terminer cette vidéo en lisant une autre partie du livre qui est dans une nota bene concernant la différence entre l'animal et l'homme et les différentes approches philosophiques en rapport à ça. Parce que si je dis que la différence principale entre l'animal et l'homme, c'est que l'animal n'a pas de conscience alors que l'homme en a une, et que à partir de cette conscience, l'homme, contrairement à l'animal, peut devenir. Eh bien, dans le livre, je voulais rappeler très rapidement les différentes approches qu'on a connues dans l'histoire sur ce sujet. Donc j'écris que dans l'histoire, il y a eu d'autres approches philosophiques concernant ce qui sépare l'homme de l'animal. Et à propos de ceci, j'évoque beaucoup dans le livre la conscience, comme je l'ai dit depuis le début, ou encore la perfectibilité selon Jean-Jacques Rousseau. Cette perfectibilité qui justement permet à l'homme de devenir et d'être considéré comme quelqu'un de bien ou de mauvais, etc. Là, après, il y a cette dimension morale extrêmement importante pour juger de façon intéressante la perfectibilité. Mais j'écris que la perfectibilité dépend de la conscience, et donc c'est ce que j'ai dit juste avant. Donc c'est ce que j'écris dans le livre. Sinon, il y a ce qu'on appelle les empiristes, ces philosophes attachés à l'expérience, car étant selon eux le moyen principal de connaissance, qui pensent que ce n'est pas la conscience qui sépare l'homme de l'animal, mais simplement un degré de réceptivité, puisque les deux ont une sensibilité, et ils sont donc susceptibles d'empathie, c'est-à-dire d'avoir la capacité d'appréhender intuitivement l'affectivité de l'autre. Là, je rappelle ce que c'est l'empathie rapidement. C'est intéressant cette approche des empiristes qui, au lieu de séparer l'homme et l'animal avec la conscience, eh bien, considèrent que c'est juste des degrés qui séparent l'homme de l'animal. Et finalement, l'homme et l'animal ne sont pas si séparés que ça. C'est juste un degré de réceptivité. La réceptivité, donc, dépend de la sensibilité. Et à partir de là, si l'animal comme l'homme possède une sensibilité, eh bien, il peut, pourquoi pas, avoir une sensibilité morale qu'on ramènera à son origine, à la façon quand même à sa dimension la plus simple, c'est l'empathie. Donc les animaux n'auraient pas de conscience morale réellement, évidemment, mais ce qui ne les empêcherait pas d'avoir de l'empathie. C'est une approche intéressante. Moi personnellement, j'ai pas d'avis séparé. C'est vrai que dans le livre, je pars plutôt du principe que c'est la conscience et donc la perfectibilité qui sépare l'homme de l'animal, mais sinon, on peut dire que l'un n'empêche pas l'autre finalement. On peut dire que cette limite, cette séparation n'est pas si tranchée que ça. Et si elle n'est pas si tranchée que ça, eh bien, on peut parler de degrés. René Descartes, quant à lui, avait carrément un autre avis, puisqu'il disait que tout différencie l'homme de l'animal. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui ressemblerait le plus
Un animal, c'est une machine. Ce philosophe pense que les animaux ne font qu'obéir en permanence à leurs pulsions. Donc l'animal est un être de pulsion et exclusivement de pulsion. Et Descartes compare par exemple les hirondelles, qui reviennent au printemps, à des horloges. Donc cet avis-là semble radical pour beaucoup de gens aujourd'hui. Je ferai juste remarquer que dans le film Blade Runner, le personnage principal s'appelle Rick Descartes et c'est en allusion à René Descartes. Et René Descartes avait parlé d'un concept qu'il nommait l'animal machine. Et je conseille aux gens de voir ce film, ceux qui ne l'ont pas vu, parce que dans ce film, on peut remplacer animal par homme. Et ce film est un film philosophique sur ce qui pourrait séparer l'homme nature de l'homme machine. J'en dirai pas plus là-dessus. À la prochaine et merci de m'avoir écouté.